Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mais qu'est-ce que je faisais là, passage de Ménilmontant? Depuis longtemps j'habitais la grande banlieue, et ne fréquentais plus ce quartier de ma jeunesse. Je ne reconnaissais plus grand-chose d'ailleurs. Tout avait été rasé dans les années 60. Les promoteurs avaient tout cassé à coups de boules d'acier et de bulldozers. Ils avaient dynamité sans remords ces immeubles plus ou moins délabrés, lézardés, ce quartier aux cours innombrables, inscrit depuis 1918 sur la liste des îlots insalubres, décourageant ainsi tout entretien. Dans certains escaliers, il fallait grimper prudemment, longer le mur, éviter soigneusement le côté de la rampe branlante, veiller à chaque marche à ne pas se retrouver brusquement à l'étage au-dessous. Les cours répandaient souvent une odeur incertaine de latrines bouchées, que le surpeuplement rendait inévitable, au désespoir des concierges. On avait expédié les habitants vers Créteil, vers Sarcelles, dans de grandes barres vite faites que l'on se promettait déjà de démolir. Eux s'y retrouvaient au milieu de 80 nationalités différentes, dans ces grands ensembles qui sombraient rapidement dans la décrépitude. Ascenseurs en panne, boîtes aux lettres défoncées et tags à tout va. Ménilmontant avait alors été massacré, sans se soucier des faibles hauteurs des immeubles caractéristiques de ce quartier populaire, sans tenir compte du tracé des rues le long des courbes de niveau qui suivaient depuis toujours les anciens terrains maraîchers. On avait édifié à la hâte de grandes cités, un peu dans le désordre, des immeubles qui se voulaient tous sociaux, d'une laideur affligeante, occupés par des émigrés d'Afrique du Nord, puis à la fin des années 70 par des Noirs et des Asiatiques. Moi, j'avais connu les Grecs chassés de Turquie, les Juifs allemands fuyant le nazisme, les Autrichiens traumatisés par le slogan viennois, 500 000 chômeurs, 400 000 Juifs, et surtout les Juifs polonais qui quittaient leur patrie autant par peur des pogroms que par l'extrême nécessité économique. Ils étaient près de 60 000 en France, ces Polonais. Les Arméniens se tenaient un peu plus haut, vers la rue de Belleville, se regroupant principalement dans la rue Jouy-Rouve où un lavoir retentissait en permanence des grands coups de battoir des laveuses aux doigts boudinés, rouges, rongés par les lessives et la javel. Ils avaient tous été accueillis avec bienveillance par les Auvergnats surnommés les exilés du centre, venus vers 1900 chercher du travail à Paris, qui savaient ce qu'était la misère et avaient accepté avec le sourire les métiers pénibles de ramoneurs, de charbonniers. Beaucoup, grâce à l'entraide de leurs pays, avaient ensuite ouvert de petits bistrots où l'on servait le bœuf gros sel comme au village, où se retrouvaient dans la ferraille et la chaudronnerie. Mes parents tenaient, au 21 passage de Ménilmontant, un café-restaurant comprenant une grande salle d'une 50aine de couverts et une plus intime aux banquettes de cuir brun qui en accueillait 16. Dans une grande pièce derrière le comptoir, trônait un billard, mais celui-ci avait peu de succès, les joueurs préférant se rendre à la Vieilleuse, le vieux troquet du bas de la rue de Belleville qui alignait 9 billards éninénés et où les hommes en bras de chemise s'affrontaient dès 6 heures du matin. Ils profitaient là, en outre, d'une petite machine à vin qui annonçait les résultats des courses. La façade de notre restaurant ne comportait pas moins de 6 grandes vitrines. Nous étions à l'angle de la rue Crespin-du-Gast, jouxtant un grand immeuble récent de l'Armée du Salut, la maison du jeune homme, tenue par des méthodistes. Notre immeuble faisait partie d'un groupe de 4 maisons de 5 étages, avec cour et arrière-cour. 2 donnaient sur la rue, séparées par un grand porche. S'y côtoyaient de nombreux artisans et un garage avec atelier de mécanique, tout cela pourvu de vitres en deuil. On trouvait là un spécialiste du nickelage-chromage, un ébéniste avec 2 employés, un tailleur en confection. Tout au fond, une femme dont nous ne voyions jamais le mari, toujours malade, polissait des bondieuseries dans un nuage permanent de poussière métallique. Je traînais souvent dans cette cour et M. Coste, l'ébéniste, me laissait ramasser quelques chutes de bois pour construire des modèles réduits de navires, de préférence des bâtiments de guerre puisque l'on ne parlait que de cela. Je passais ainsi de longues soirées sur une réplique du croiseur Duquesne de 60 cm de long, dont j'avais vu une photographie dans l'illustration. On venait de l'équiper d'une catapulte pour lancer des hydravions. Je m'attardais chez le tailleur Spitalnik, dont le fils Henri, dit Riri, conseillé par l'un de ses oncles dessinateurs, réussissait à merveille à croquer des têtes ou des personnages dans des situations cocasses. J'avais beau obtenir régulièrement le premier prix de dessin au petit lycée Voltaire, j'étais totalement incapable de rivaliser avec son coup de crayon. 3 grosses machines à coudre occupaient l'atelier de son père. Dans un bruit infernal,
défilaient à toute allure des pièces de tissu pour confectionner une veste, un pantalon, une jupe, en suivant les repères qu'une employée traçait à l'aide d'une craie ovale, plate, grise, d'une grande douceur au toucher mais également très dure. Mon père remisait notre voiture dans le garage de la cour tenu par un certain Marie d'Or. Le café-restaurant de mes parents jouissait d'une réputation flatteuse. On s'y sentait bien, entre voisins, à l'abri des aléas de la vie. C'était un refuge pour oublier les peines et les difficultés sur le zinc du bistrot. On y venait en famille. Peu à peu, ces habitués étaient devenus des amis. L'accueil chaleureux incitait aux confidences, surtout à la fin des repas, le soir, tard, lorsque les gens sont trop gais ou trop tristes et que l'alcool plonge dans une certaine indolence. Les dispositions et les sanctions contenues dans la loi réprimant l'ivresse publique s'étalaient sur une affiche bien encadrée, mais les consommateurs manifestaient ouvertement leur dédain pour ce genre de littérature. Notre clientèle participait activement à maintenir le record français de la consommation mondiale d'alcool. Partout s'affichaient les publicités des vins de France, et même à l'école nos buvards en vantaient les mérites. Au bar se lisaient de nombreuses réclames sur de belles plaques émaillées aux couleurs agressives, pour des apéritifs comme le Klaxin, le Dubo du Bon du Bonnet, le Bir, tonique et hygiénique, le Bonal, qu'un marchand de vin de Rodez prénommé Marius expédiait à tous les bistrots auvergnats, heureux de retrouver le goût de la gentiane d'Aubrac, le Fred Zizi dont le nom m'enchantait. Je me souviens d'un maçon, un peu court sur pattes, un mégot imprégné de jus jaunâtre pendant en permanence à la lèvre. Lui, il clamait dès le pas de la porte, « Patron, un pantalon ». Son regard parcourait alors lentement l'assistance, pour apprécier l'effet produit par cette demande supposée déclencher les rires des connaisseurs. Je mis longtemps avant de comprendre que ce pantalon était en réalité une suce cassis, car le pantalon ne suce qu'assis. Je pense qu'il ne commandait ce breuvage que pour rire à cette plaisanterie, qu'il ne se lassait jamais de répéter. Les autres consommateurs dédaignaient ces apéritifs, ne voulant pas égarer leur palais en terrain inconnu, et restaient fidèles au Pernod, qui, dans leurs habitudes, avait remplacé l'absinthe maintenant interdite. Ils en donnaient d'ailleurs généreusement aux gosses, purs, au moindre dérangement intestinal, ce qui, avec leur hygiène douteuse, était fréquent. Je vivais donc une partie de ma vie au milieu du sifflement du percolateur, des jets d'eau de Cels, des bruits d'assiettes, de verres entrechoqués, de tasses heurtées, d'interpellations dans des langues bizarres, en argot ou en patois, de considérations sur le sport, la politique, la vie chère, les femmes et sur tout ce qui pouvait empoisonner la vie d'un honnête homme. Je n'avais aucun grand-père, mes 2 grands-mères avaient fauté, comme on disait. C'était sans importance. La plupart de mes camarades se posaient la question: à quoi pouvait servir un grand-père, un père? À part gueuler et se saouler tous les jours? Car on buvait vraiment sec dans le quartier. Personne ne s'étonnait de trouver la mère de mon petit ami Popol, Berthe Vore, poitrine généreuse au vent, allaitant au sein sa dernière née, Blanchette, appuyée à notre comptoir, tout en buvant avec son mari Henri quelques Pernods bien tassés. Ce mari, aux nez écrasés d'anciens boxeurs, restait comme beaucoup d'hommes de longues heures accoudés aux zinc, palabrant entre les verres d'apéritif et les coups de rouge. Il avait une formation de peintre décorateur, et travaillait parfois au studio Pathé de Joinville. Ses crises d'épilepsie me terrorisaient. La France s'offrait alors un débit de boissons pour 80 habitants, et le samedi soir, les femmes cherchaient leur homme de bistrot en bistrot pour récupérer la paye de la semaine avant qu'elle ne soit totalement bue. Elles ouvraient la porte de chez Barbeau. « Léla Marcel ?» Puis c'était chez Berthet, chez Massiot, chez Petit Louis. Après le passage, il ne restait plus qu'à faire la rue Oberkampf, ça se corsait. Sur les 20 premiers commerces du bas de la rue, 18 servaient à boire, et avec ça des patrons pas clairs qui planquaient l'assoiffé dans un coin. Pas vu le Marcel? On riait à en crever une fois la pauvre femme éloignée, et on remettait ça. Ce n'était tout de même pas les gonzesses qui allaient faire la loi. Le lendemain nous retrouvions ces femmes curieusement maquillées, portant parfois des lunettes de soleil hors saison, car pour un rien les hommes cognaient, question de dignité. Certains ivrognes qui usaient moins du coup de poing, donnaient par contre de la voix et braillaient dans la nuit avec quelques redites. L'un d'eux, un grand costaud de l'impasse, hurlait en s'y prenant à plusieurs reprises: « Si je vois Dieu dans le faubourg, je lui flanque ma main sur la gueule, il en a marre de la misère. » Bien évidemment, lorsque son cerveau commençait à s'embrumer, les copains glissaient: « Mine de rien, t'as pas vu Dieu traîner par là par hasard ?
Ça le réveillait spontanément. Ce qui l'a pu faire rire le bougre. Pour eux tous, le seul dieu à vénérer restait Staline qui avait réponse à tout, pouvait tout grâce à son génie, se révélait le seul capable d'apporter le bonheur sur Terre, et il était grand temps que le communisme triomphe en France pour que l'on se retrouve dans les délices égalitaires de l'Union soviétique. Il suffisait de lire le journal L'Humanité, La Voix des travailleurs, pour s'en persuader. Le passage se retrouvait lui aussi dans les normes vinicoles. Dans ses 190 mètres de longueur, les assoiffés pouvaient se désaltérer dans 7 établissements. La clientèle de mes parents se composait de petits artisans, de prolétaires un peu chômeurs, de retraités. Ça les changeait de chez eux où ils buvaient quotidiennement quelques litres d'une vinasse qui dépassait de peu les 9 degrés, achetée à crédit au Bougna d'en face, un certain de l'Hostal, un pur Auvergnat, à l'enseigne, au petit Bougna, café, bois et charbon. La petite salle du restaurant, confortable, avec ses banquettes en cuir, ses dossiers en velours, ses belles tringles en cuivre, rutilantes, recevait presque chaque jour à déjeuner quelques professeurs du lycée Voltaire qui se gardaient bien de fréquenter les autres clients. J'avais pendant longtemps joué à la marelle avec les filles du Bougna, Jeannette, la plus jeune, qui avait 1 an de moins que moi, et sa sœur un peu grosse, lourdaude et indolente. Je n'avais pas mon pareil pour me retourner d'un bond en arrivant au ciel, mais je préférais la compagnie de Popol lorsque nous jouions aux osselets ou aux billes, surtout au calot. Avec un bout de craie rapporté en douce de l'école, nous tracions un triangle au sol, souvent au beau milieu de la rue qui n'était guère animée à certaines heures. Nous disposions chacun d'un même nombre de billes, et avec le gros calot métallique, de loin, nous nous efforcions à tour de rôle d'en récupérer le maximum. Nous avions également toujours en réserve des allumettes de différentes couleurs, et lorsque l'employé de la voirie ouvrait l'alimentation d'eau, en bout du passage, lorsqu'elle se répandait en gros bouillon, nous disposions vite nos allumettes dans le caniveau et en suivions la course avec attention, les encourageant de la voix. Il fallait prendre de vitesse les balayeurs, qui manipulaient leurs balais de genêt comme des rames. Par beau temps, des femmes se précipitaient pour laver leurs nourrissons dans cette merveilleuse eau pure que les concierges épandaient largement sur le trottoir de leurs immeubles. C'était un copain régulier, Popol, pas tricheur, pas bagarreur, le contraire de son grand frère Jojo. Nous avions confectionné une planche à roulettes, montée sur 4 gros vieux roulements à billes donnés par le garagiste de la cour. La direction articulée se commandait par 2 ficelles ou par les pieds. Nous dévalions, assis l'un derrière l'autre, notre faubourg en pente dans un bruit infernal, bruit renforcé par nos imitations de klaxons. Nous vivions dans la rue une vie libre au milieu des maisons lépreuses, noires, comme tout Paris avant que la mode ne fût au nettoyage. Nous parcourions en courant et en criant ces rues étroites et sinueuses, tout en recoins en ruelles, en venelles plus ou moins humides, ces couloirs gris et galeux aux relents de moisis, de peinture écaillée, de poussière grasse et de soupe aux choux. C'était pour nous un pays plein d'aventures que l'on ne finissait jamais d'explorer, où nous découvrions sans cesse de nouvelles caches. Nous en prenions possession en toute propriété sous l'œil attentif des chats de gouttière faméliques guettant le rat cavaleur. Nous jouions avec le bord des trottoirs, les chiens errants, la borne fontaine, les sonnettes. Poursuivions joyeusement une boîte de conserve vide dont le métal teintait sur chaque obstacle. Toutes nos rues n'étaient plus pavées, car craignant de voir ressurgir les barricades de la commune, le préfet de police en avait fait goudronner quelques-unes aux souvenirs cuisants comme la rue de Ménilmontant, la rue Ramponneau. La rue Crespin-du-Gast était, elle, recouverte de macadam beaucoup plus durs à nos genoux lors des nombreuses chutes. Quelques terrains vagues en attente d'une construction qui se faisait désirer, à l'abri de palissades branlantes sur lesquelles pissaient les ivrognes, nous permettaient de jouer en bande hors du regard des grandes personnes. Nous jouions tous âges mêlés, car les grands devaient s'occuper des plus jeunes, souvent bousculés et pleurnichards, avec parfois de grandes empoignades, les gars contre les filles qui nous narguaient à la course avec leurs longues guiboles. Ce qu'elles pouvaient être énervantes avec leur manie de se parler bas, toujours entre 2 confidences. Elles étaient les reines de la grande roue et du poirier, pour nous épater, nous dévoilant des dessous miteux imprégnés des poussières des trottoirs, mais nous faisions semblant de regarder leurs exploits avec indifférence, nous lançant dans de grandes parties de saute-mouton. Le soir, après dîner, il fallait rentrer au plus tard au moment où passait par tous les temps l'allumeur de réverbères. Veste et pantalon de toile bleue, casquette à visière en cuir ciré,
petite échelle dans le dos et à la main une longue perche se terminant par une petite lampe à pétrole et un petit crochet pour manœuvrer le robinet du gaz. Je ne l'ai jamais vu éteindre, car il effectuait ce travail dès les premiers signes de l'aube. Nous nous retrouvions assez souvent le crâne rasé, car les mères avaient beau répéter que la présence de poux représentait un signe indéniable de bonne santé, il fallait parfois avoir recours à des moyens radicaux pour les exterminer. Je ne parle pas de la gale. On l'attribuait facilement aux émigrés, qui avaient traîné un peu partout avant d'arriver au faubourg. C'était alors à qui se jetterait sur le pauvre petit, pour le plonger dans un bain de soufre. Dominant le bruit des machines à coudre, le bruit des petites fabriques de vêtements, de fourrures, de chaussures, le travail du métal résonnait dans tout notre quartier. Un peu partout et souvent en sous-sol, à demi enterrés, voisinaient des ateliers où s'activaient des tauliers, des ciseleurs, des mécaniciens, des tréfileurs, des planeurs, des aléseurs, des estampeurs. S'y trouvaient des fonderies de fer, de cuivre, des fabriques d'engrenages. Tout cela sentait l'huile, la graisse à machine surchauffée. Partout les courroies se déroulaient en sifflant et s'enroulaient comme des serpents autour des poulies et des tambours qui pendaient des plafonds. Il en résultait, dans le crissement des outils attaquant le métal ou le martelant, une infinité de produits. Mais dans ce faubourg si bruyant, si laborieux, la pauvreté était là, bien visible, ne serait-ce qu'à la vue du linge qui pendait aux fenêtres, sans foire à piécer et aux couleurs pisseuses. Le travail, toujours au rendement, au milieu des très jeunes apprentis corvéables à merci, se payait souvent à la journée. Les mères traînaient des ribambelles de gosses, pas toujours du même père, et passaient un temps infini dans de longues files d'attente à la mairie, à mendier des bons de chaussures, de vêtements, de charbon, l'assistance médicale gratuite. On leur donnait de la viande hachée, des biscuits vitaminés, de lourdes galoches jaune clair pour les plus petits qui ainsi affichaient leur misère. Elles négociaient sans cesse les crédits dans toutes les boutiques alentour. Les plus à l'aise se risquaient dans l'une des succursales du planteur de Caïpha, grande épicerie à l'angle de la rue Oberkampf et du boulevard de Belleville. On leur attribuait des timbres de fidélité, qu'elles collaient méticuleusement dans un petit carnet divisé en cases qui, une fois remplies, s'échangeaient contre quelques objets de peu de valeur, assiettes ornées de grosses fleurs, serviettes, verres qu'elles considéraient cependant comme des trésors. Ce commerce possédait un grand caisson avec 2 grandes roues de vélo sur le côté, et une petite à l'avant très mobile pour le guider. Le titulaire de ce triporteur à bras, qu'il avait parfois bien du mal à pousser dans nos rues en pente, s'il ne livrait pas les produits commandés, grimpait dans les étages, soudoyant les concierges pour proposer aux plus gourmandes son épicerie fine, chocolat et bonbons, café, pâtes, épices. Le caisson vert foncé s'ouvrait par un grand couvercle articulé latéralement. Le premier livreur que j'ai connu, casquette grise l'été, verte l'hiver, petit et un peu bedonnant, gêné par son ventre pour bien guider l'engin, fit une fausse manœuvre et m'écrasa la main gauche. J'avais alors 3 ans, je me trouvais assis sur les 2 marches de l'entrée du café-restaurant. Mes hurlements firent craindre à ma mère le pire. Des centaines de ces livreurs parcouraient la France, leurs coffres souvent tirés par une paire de chiens. Ils se donnaient un mal infini pour un salaire de misère. Les touristes que l'on conduisait en troupeau bien sages devant le mur des fédérés, une grande page d'histoire, répétait sentencieusement le guide lorsqu'il parlait français, ne faisaient que traverser rapidement notre quartier. On leur montrait fièrement, signe de tolérance, la rue Julien-Lacroix où se côtoyaient l'église de Ménilmontant, la synagogue et le temple protestant. Ils éternuaient et se grattaient la gorge en entrant dans la boutique voisine, qui étalait des épices des 4 coins de la terre, puis ils allaient vite plus haut au Sacré-Cœur, à Montmartre, à Pigalle, découvrir et photographier la misère pittoresque, celle qui se mélangeait au lieu de plaisir. On les emmenait rêver sur les fantômes des artistes bohèmes plus ou moins ivrognes, devenus peintres célèbres, dont on se disputait maintenant la production à prix d'or à travers le monde. Mes parents n'aimaient pas beaucoup me voir m'égarer vers Belleville, et surtout du côté de l'école de la rue Ramponneau, une communale de 9 classes et 300 mômes qui passait pour être la plus difficile de Paris. Une bonne moitié des élèves venaient de l'étranger, souvent sans papier. On évitait d'y nommer des institutrices. Régulièrement la police appréhendait à la récréation quelques gamins qui avaient vraiment dépassé les limites du raisonnable. Ils n'aimaient pas non plus que j'aille vers les vieilles bâtisses donnant sur l'impasse de Ménilmontant, là où habitaient les parents de Popol.
Il s'agissait de 2 groupes d'immeubles délabrés, de 3 étages, reliés par des passerelles légères surplombant les cours, imprégnés à tel point d'urine, que même d'un peu loin, l'odeur violente vous brisait le souffle. Le gaz, l'eau y avait été coupée depuis longtemps, et les habitants envoyaient les gosses aux fontaines publiques avec des brocs et des seaux. J'allais cependant dans ce coin pour acheter chez l'épicière, la mère Catherine, les petites tablettes de chocolat Vinet qui renfermaient chacune une image en couleur illustrant des scènes de l'histoire de France, des photographies des tableaux du musée du Louvre. Je les collais ensuite dans un album, avec de la gomme arabique que vendait la mercière d'en face. Pour me récompenser de ma fidélité à la marque, l'épicière me donnait parfois un buvard à la gloire de l'usine Vinet d'Ivry, buvard si beau que j'hésitais à l'utiliser. De temps en temps des bandes de morveux, entre 6 et 10 ans, déboulaient de ces taudis. Munis de bâtons, ils parcouraient le passage en criant « à l'attaque ». Troupe misérable, vêtue de vêtements ramassés dans les poubelles, cohorte de petits rachitiques souvent estropiés. L'un d'eux me faisait grande pitié. On lui avait vissé autour de ses petites jambes tout un assemblage de pièces métalliques, qui produisait un bruit effroyable chaque fois qu'il se déplaçait par petits bonds, obligé rapidement de s'asseoir pour reprendre des forces. Il se battait pour un rien, la possession d'une bêtise ramassée dans le caniveau. Un jour un plus grand lança un pavé à la tête d'un petit qui resta par terre couvert de sang. Mon père appela tout de suite police secours. Heureusement, l'entraide s'exerçait à chaque instant. Nous formions une communauté soudée. On était de Ménilmontant, Ménilmuche, avant d'être de Paris, sans oublier toutefois que Ménilmontant n'avait été de tout temps que le quartier pauvre du village de Belleville. Une grande chaleur humaine compensait la vétusté des lieux. Les épreuves et la misère rapprochaient tous les habitants. Par les fenêtres ouvertes, les mères interpellaient leurs gosses. « Mimile, va chez la voisine demander. » C'était de l'huile, un bout de savon, du sel, un peu d'alcool pour le réchaud omniprésent. On se gardait les gosses. Les rêves se limitaient au paiement du loyer en fin de quinzaine. Dans cette détresse, un pensionné représentait une bénédiction, et la guerre de 14 en avait fabriqué à la pelle, des gazés, des manchots, des unijambistes, des percés de partout. On vivait à plusieurs sur une pension, et pour les logeurs, ces mal fichus représentaient une valeur sûre. On les courtisait donc, surtout au bistrot. « Toi qu'a les moyens, remets-nous donc ça. » L'inaction les avait bien souvent fait devenir gras et pas très mobiles. On les repérait d'autant plus facilement qu'à leurs boutonnières fleurissaient nombre de rubans de différentes couleurs. Mais leurs histoires de guerre finissaient par lasser. Pour tous les enfants de Paris, les jardins publics faisaient office de plage, et nous nous y rendions fièrement avec nos seaux et nos pelles y triturer les tas de sable. Ma grand-mère paternelle m'emmenait sur la butte du Père-Lachaise, jusqu'au square Gambetta que l'on débaptisa en 1979 pour lui donner le nom de Champlain. Je m'y trouvais en général seule. C'était un peu triste, d'autant que le mur du cimetière et les grands arbres nous plongeaient rapidement dans l'ombre. Le chat y abondait, abandonnés lâchement, furtivement par quelques Parisiens qui n'avaient pas eu le courage de les tuer à leur naissance. J'en voyais parfois, essayant de cacher leur cabas de toile cirée noire le long de leur corps, s'enfoncer dans un bosquet avec des regards inquiets, et revenir se s'accrouler sous le bras. On disait que plusieurs centaines de ces bêtes vivaient dans le cimetière, nourries par une cohorte de bénévoles, de vieilles dames du quartier au cœur sensible qui parfois se privaient au profit de leurs protégés. Une statue de Steiner augmentait la mélancolie du lieu. Dressée sur un socle comprenant 3 grandes marches sur lesquelles je jouais, elle représentait 2 petits vieux assis côte à côte sur un banc, l'homme passant son bras gauche sur l'épaule de sa femme légèrement inclinée. Elle portait un petit bonnet, lui une minuscule casquette avec une courte visière. L'artiste avait peint les vêtements de l'homme en bleu, la robe de la femme en rose et son chemisier en noir. Une profonde tristesse se lisait sur leur visage. Sur le socle se trouvait gravé le titre de l'œuvre. Je ne savais pas lire, et je demandais à grand-mère ce qui était écrit. Elle lut lentement en ânonnant, le déclin. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le nom de ces gens. Ma grand-mère n'avait pas beaucoup fréquenté l'école de son village, près de Loudéac, et il se trouvait une grande logique dans sa réponse. Sa mère était une Le Verger, sa sœur avait épousé un Le Clinch. Son enfance avait été entourée de Le Boulzec, Le Moile, Le Bourry, Le Bellec, Le Meur, Le Guyader.
Tout ce qui commençait par le évoquait donc à ses yeux un nom de famille breton. Lorsque la fumée recouvrait par trop la colline, ce qui était fréquent l'hiver lorsque le chauffage s'ajoutait au four industriel, ma grand-mère délaissait ce square, fuyant la pollution. Alors, nous prenions l'autobus avenue Gambetta et partions à la recherche du bon air au fort de Romainville, où nous pouvions nous croire à la campagne. Il se trouvait que l'un de nos cousins, Victor Brasi, qui vivait en banlieue est de Paris, était poinçonneur sur cette ligne, et la joie éclatait lorsque nous pouvions prendre l'autobus où il opérait sur la plateforme arrière. Dans notre grand immeuble habitait le couple Esport dont le garçon, pas trop dégourdi, avait mon âge. Monsieur Esport, petit, gras et bedonnant dirigeait la fanfare du quartier avec autorité, tous les dimanches matins à la tête d'une dizaine de musiciens dont l'uniforme se résumait à une casquette un peu défraîchie, mais galonnée. Il parcourait notre passage, la rue des Bluets, la rue Parmentier, suivi par les mômes du quartier. Ancien combattant, Monsieur Esport en profitait pour arborer sur son veston toutes ses médailles pendantes. Le concert, dont la Madelon demeurait le morceau de bravoure, se terminait invariablement dans notre café-restaurant à l'apéritif offert bien entendu par mon père en signe de remerciement pour ce moment musical qui, s'il n'était pas des plus harmonieux, s'il n'était pas exempt de nombreux couacs, était joué avec une grande conviction. Le 14 juillet, ces musiciens claironnaient devant chaque bistrot du quartier quelques airs martiaux, dont la récompense... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.